Ma famille a ri de mes cicatrices de brûlure, mais s'est figée lorsque je suis monté sur scène en tant qu'invité d'honneur. Le reflet qui me fixait était mi-étranger, mi-souvenir, 13 ans. Quand le feu a emporté plus que ma peau, il a volé ma visibilité. Je les ai regardés m'effacer, les photos disparaissant des murs, les couverts discrètement retirés, les voix baissant chaque fois que j'entrais dans une pièce. C'est plus simple comme ça, chuchotait-il, comme si je ne pouvais pas les entendre, décidant que je n'existais plus. Pendant 8 ans, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, un secret qu'ils gardaient même pour eux-mêmes. Ils pensaient avoir écrit la fin de mon histoire, mais le feu ne fait pas que détruire, il transforme. Et pendant qu'ils s'affairaient à prétendre que j'avais disparu, je devenais silencieusement quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas, quelqu'un qui entrerait sous les projecteurs et les forcerait à voir exactement ce qu'ils avaient tant essayé d'oublier. Ils n'étaient pas prêts pour la fille qui a émergé des cendres. Ils n'étaient pas prêts pour moi. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Je me souviens de courir pieds nus dans l'herbe pendant notre barbecue d'été avant que tout ne brûle. Les brins d'herbe frais me chatouillaient entre les orteils alors que je chassais les lucioles avec ma petite sœur, Amy, et mon frère, Tyler. Maman avait tendu des guirlandes lumineuses dans notre jardin, et papa faisait griller ses fameuses côtes de porc glacées au miel. Tout le monde riait. Je peux encore entendre le son des glaçons s'entrechoquant dans les verres et sentir la fumée du charbon de bois se mêler au jasmin d'été. « Gianna, viens souffler tes bougies », appela maman, son sourire large et sincère à l'époque. 13 ans, c'est un grand cap. Je n'avais aucune idée à quel point ce jour serait vraiment grand. C'est arrivé si vite. Papa remplissait la bouteille de propane du barbecue dans le garage pendant que l'oncle Rick bricolait la veilleuse du chauffe-eau, quelque chose pour aider papa à le moderniser par surprise. J'étais entré en cherchant d'autres assiettes en carton, inconsciente du danger invisible qui emplissait l'air. La dernière chose dont je me souviens, c'est le clic d'un briquet, puis un mur de chaleur et de son qui semblait engloutir le monde. Je me suis réveillé noyé dans l'obscurité. Le bip régulier des machines et l'odeur chimique d'antiseptique emplissaient mes sens. Je ne pouvais pas ouvrir mon œil gauche. Je ne pouvais pas bouger mes bras. Tout semblait serré, comme si ma peau avait rétréci de 3 tailles. La douleur venait par vagues, parfois sourde, parfois assez vive pour me faire gémir. « Elle est réveillée », dit doucement la voix d'une infirmière. Je sentis une main fraîche sur mon front, puis le visage de ma mère apparut au-dessus de moi. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient différents, froids et distants, comme si elle regardait une étrangère au lieu de sa fille. Ses lèvres formaient une ligne tendue tandis qu'elle m'étudiait. « Tu as de la chance d'être en vie », dit-elle sèchement, ses mains restant le long de son corps. Pas de câlin, pas de larmes de soulagement et juste ces mots suspendus dans l'air stérile entre nous. Pendant 3 semaines, j'ai dérivé entre conscience et inconscience. Le médecin a dit que j'avais été prise dans une explosion de gaz, 13% de mon corps couvert de brûlures au 3e degré, la plupart concentrés sur le côté gauche de mon visage, mon cou et mon épaule. Ils utilisaient des mots comme « greffe » et « débridement » qui ne signifiaient rien pour moi à l'époque. Tout ce que je comprenais, c'était la douleur et le silence grandissant qui m'entouraient. Une nuit, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de savoir. Les infirmières étaient sorties, et ma chambre était sombre à l'exception de la lueur des moniteurs. J'ai débranché la perfusion, ignorant la sensation de brûlure lorsque l'aiguille a glissé de mon bras. Mes jambes tremblaient alors que je me traînais jusqu'à la petite salle de bain attenante à ma chambre d'hôpital. J'ai allumé la lumière et plissé les yeux face à la lumière fluorescente agressive. Puis je l'ai vu moi pour la première fois. La moitié de mon visage était méconnaissable, une peau rouge, à vif, tordue, s'étirant de ma tempe gauche jusqu'à ma clavicule. Mon sourcil gauche avait disparu. Mon oreille était partiellement fondue. Mes cheveux autrefois longs et bruns avaient été rasés de ce côté. J'ai pressé mes doigts contre le verre, attendant que le reflet révèle le tour de passe-passe, mais il n'y avait pas de tour de passe-passe. C'était moi maintenant. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé fixement, mémorisant chaque nouveau contour, chaque nuance de peau endommagée. Ce visage serait le mien pour toujours. Quand ils m'ont finalement laissé sortir de l'hôpital, je pensais que les choses s'amélioreraient à la maison. J'avais tort. La première nuit, j'ai entendu des chuchotements dans le couloir devant ma chambre. La porte était entr'ouverte juste assez pour que leur voix se glisse à travers. « C'est cruel de la garder ici », disait ma tante Linda. « Les enfants ne s'adapteront jamais. »
Avez-vous regardé du côté des établissements spécialisés? Elle ne sera plus jamais la même, répondit ma mère, sa voix creuse. Tyler a encore fait des cauchemars la nuit dernière. Amy ne veut même pas la regarder. Et pour l'école, demanda tante Linda. L'école à la maison, répondit rapidement maman. Nous l'avons déjà retirée. Je suis resté parfaitement immobile dans mon lit, laissant leurs mots me submerger comme de l'acide. Ils parlaient de moi comme si j'étais morte, comme si ce qui était rentré à la maison n'était qu'un fantôme problématique qu'ils devaient gérer. Le lendemain matin, j'ai remarqué que les changements avaient déjà commencé. Le portrait de famille dans le salon, pris quelques mois plus tôt à Noël, avait disparu. À sa place se trouvait une peinture de paysage générique. Dans le couloir, les photos de moi avaient disparu, laissant des espaces vides bien visibles sur le mur. Mon sac à dos d'école avait disparu de son crochet près de la porte. En quelques semaines, un schéma s'est dessiné. Papa partait travailler avant l'aube. Maman déposait Tyler et Amy à l'école, puis revenait dans une maison où elle reconnaissait à peine mon existence. Mon enseignement à domicile consistait en des fiches de travail laissées sur la table de la cuisine et des manuels que je devais étudier seul. Ton père et moi emmenons les enfants au lac ce week-end, annonça maman un jeudi soir, sans tout à fait croiser mon regard alors qu'elle pliait du linge. Je peux venir, demandai-je, ma voix faible. Oh, ma chérie, soupira-t-elle. Tu sais que tu ne peux pas. Ta peau est trop sensible au soleil en ce moment, et tu ne te sens pas bien. Il vaut mieux que tu restes ici et que tu te reposes. Je n'avais pas été malade. Je me sentais bien physiquement. C'était tout le reste qui faisait mal. Mais j'ai hoché la tête et me suis retiré dans ma chambre. Ce dimanche après-midi, j'ai entendu des rires depuis l'allée. En regardant à travers mes stores, je les ai vus décharger la voiture, bronzés et souriants. Amy portait un nouveau maillot de bain. Tyler portait un trophée d'une compétition quelconque. Il ressemblait à la parfaite famille de 4 personnes. La sonnette a retenti le lendemain alors que maman était à l'épicerie. J'ai hésité avant de répondre, consciente de mon apparence. C'était Jenny Peterson, une fille du quartier qui venait à mes fêtes d'anniversaire. « Salut », dit-elle, ses yeux s'écarquillant légèrement avant de contrôler son expression. Je t'ai apporté quelque chose. Elle me tendit un petit récipient avec un unique cupcake à l'intérieur. Chocolat avec glaçage à la vanille et vermicelle arc-en-ciel. Merci, murmurai-je, stupéfaite par cette simple gentillesse. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis se pencha plus près. Pourquoi ne te laisse-t-il plus sortir, demanda-t-elle. J'ai ouvert la bouche, mais aucune réponse n'est venue. Je ne le savais vraiment pas. Les règles ont changé progressivement, si subtilement que je ne les ai presque pas remarquées avant qu'elles ne soient fermement établies. Je n'étais plus autorisé à manger avec la famille. Maman laissait mon assiette sur le comptoir, et je devais manger dans ma chambre ou attendre qu'il ait fini. C'est plus simple comme ça, expliqua papa quand j'ai finalement demandé pourquoi. Tyler est contrarié quand il te voit pendant qu'il mange. La salle de bain familiale est devenue interdite, elle aussi. J'ai été relégué à utiliser la petite salle d'eau près de la buanderie. Ma brosse à dents et ma brosse à cheveux ont disparu de la salle de bain principale, ainsi que toute trace que je partageais cette maison avec eux. Un après-midi, j'ai surpris maman au téléphone dans la cuisine. Je me suis figé dans le couloir, en écoutant. Non, nous n'avons pas pu venir à la collecte de fonds, disait-elle à quelqu'un. Gianna eh bien, elle vit avec ma cousine dans le nord de l'État en ce moment. La convalescence prend plus de temps que prévu. C'est un établissement spécialisé. J'ai pressé mon dos contre le mur, mon cœur battant à tout rompre. J'étais littéralement à 6 mètres de là, et pourtant ma mère m'effaçait de l'existence avec ses mensonges. Le facteur a livré une lettre du district scolaire la semaine suivante. J'ai regardé par la fenêtre maman l'ouvrir, son visage se crispant. Plus tard, j'ai jeté un coup d'œil au papier qu'elle avait laissé sur son bureau. Il s'agissait de mon statut scolaire. Elle avait falsifié une adresse, prétendant que je vivais avec des parents dans un autre district. Il y avait un formulaire sur les exigences de l'enseignement à domicile qu'elle avait signé mais jamais respecté. Ma bouée de sauvetage est apparue sous la forme de Madame Ellerby, une bibliothécaire âgée qui me connaissait depuis que j'étais assez petite pour m'asseoir sur ses genoux pendant l'heure du conte. Elle a commencé à passer avec des livres, prétendant à maman qu'elle se débarrassait des doublons de la bibliothèque. Ceux-ci ont besoin d'un bon foyer, disait-elle,
me tendant un sac en toile rempli de trésors tandis que maman restait mal à l'aise dans l'embrasure de la porte. Madame Ellerby n'a jamais tressailli à mon apparence. Ses yeux, grossis par des lunettes épaisses, regardaient directement dans les miens alors qu'elle demandait « Que as-tu pensé du dernier lot ?» Elle m'a aussi apporté des cahiers. « Pour tes pensées, dit-elle. Tout grand écrivain doit commencer quelque part. » Je ne suis pas écrivain, protestai-je. Pas encore, répondit-elle avec un clin d'œil. Mais tu es une fille qui a vu des dragons. Ce sont les meilleurs écrivains. J'ai commencé à remplir ces cahiers d'histoire sur des filles qui combattaient des dragons, qui survivaient à des incendies, qui vivaient dans des tours mais trouvaient des moyens de construire leurs propres portes. La nuit, quand la maison était silencieuse, j'écrivais à la lampe de poche jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Une nuit, j'ai écrit dans mon journal, « Si je disparaissais demain, dirait-il à quelqu'un que j'ai jamais été là ?» La question m'a hanté pendant des jours. J'ai commencé à passer plus de temps à étudier mon reflet, non par vanité mais comme une forme de réappropriation de ce qui était mien. Je me tenais devant le miroir de la salle d'eau, pratiquant des sourires, voyant comment la moitié cicatrisée de mon visage bougeait différemment de la moitié non marquée. J'inclinais mon visage de différentes manières, imaginant comment il pourrait paraître sous divers éclairages, la lumière crue du soleil contre la douce lumière d'une lampe, comment les ombres pourraient adoucir les crêtes du tissu cicatriciel. À l'approche de Pâques, j'ai rassemblé mon courage et me suis approché de maman pendant qu'elle repassait la chemise de Tyler. « Je peux aller à l'église avec vous dimanche ?» demandai-je. Son fer s'arrêta à mi-course. Elle ne leva pas les yeux. « Pas cette année, ma chérie, dit-elle doucement. Peut-être l'année prochaine, quand les choses seront différentes. » Mais nous savions toutes les deux que les choses ne seraient pas différentes. Mes cicatrices n'allaient pas disparaître. La pire trahison est venue de Tyler. À 15 ans, il avait été mon protecteur, le grand frère qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs de maths. Maintenant, il prétendait que je n'existais pas. Un samedi, il avait des amis à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Je descendais quand j'ai entendu mon nom. « Mec, ta sœur vit toujours ici ?» « Celle de l'accident ?» demanda un garçon. Il y eut une pause, puis le rire de Tyler, forcé et creux. « Ouais, Frankenstein à l'étage. Maman ne nous laisse pas mettre de verrou sur la porte au cas où elle prendrait encore feu. » Les garçons ont ri. Je me suis retiré silencieusement dans ma chambre. Madame Ellerby est revenue la semaine suivante, cette fois avec des informations sur un concours national d'écriture créative pour jeunes adultes. Le thème est « Voix invisibles », expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. C'est parfait pour toi, Gianna. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai écrit et réécrit une histoire intitulée La fille sans ombre. C'était l'histoire d'une fille qui devenait invisible après une malédiction mais découvrait qu'elle pouvait encore projeter des reflets dans des endroits inattendus, les flaques d'eau après la pluie, le dos des cuillères, les yeux d'étrangers qui regardaient vraiment. Ce n'était pas subtil, mais c'était honnête. Madame Ellerby m'a aidé à la soumettre, en utilisant son adresse pour les coordonnées. 3 semaines plus tard, le téléphone a sonné pendant que maman préparait le dîner. J'étais assise à la table de la cuisine, invisible comme d'habitude, travaillant sur des problèmes de maths. « Ici la Fondation littéraire Pearson », dit une voix de femme quand maman répondit. « Nous appelons au sujet de Gianna Walker. » Le corps de maman se raidit. « Oui. » Sa soumission à notre concours pour jeunes écrivains a été sélectionnée comme finaliste. Le conseil d'administration pense que son travail est exceptionnel. Nous aimerions la rencontrer en personne pour la dernière phase de jugement. Les jointures de maman blanchirent autour du téléphone. Je lui ferai savoir, dit-elle sèchement. Elle viendra. Après avoir raccroché, elle se tourna vers moi avec une expression que je ne pouvais pas lire. Comment ont-ils eu notre numéro? J'ai haussé les épaules. Madame Ellerby m'a aidé à participer. Les lèvres de maman se pressèrent en une ligne fine. Nous en discuterons avec ton père. Mais je savais déjà ce que cela signifiait. Il trouverait des excuses. Il me garderait caché. Cette nuit-là, je fixais mon plafond, quelque chose changeant en moi. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voulait me voir. Quelqu'un pensait que ma voix comptait. J'ai alors décidé que j'irais. Il me fallait juste trouver comment. Cela a commencé par de petits actes de rébellion. Une nuit, après que tout le monde se soit endormi, je me suis glissé par la fenêtre de ma chambre et j'ai descendu le chêne qui avait été mon terrain de jeu d'enfance.
Le quartier était différent à minuit, paisible, acceptant, indifférent aux apparences. J'ai serré mon sweat à capuche autour de mon visage et j'ai marché sans but, sentant l'air frais de la nuit sur ma peau. 3 pâtés de maison sont devenus 5, puis 10, jusqu'à ce que je me retrouve devant un restaurant ouvert 24 heures sur 24 appelé Mollies. Les fenêtres brillaient d'un jaune chaud, et je pouvais voir quelques personnes à l'intérieur, des camionneurs, des travailleurs de nuit, des insomniaques. Prenant une profonde inspiration, j'ai poussé la porte. La clochette a tinté, mais seule la serveuse a levé brièvement les yeux avant de retourner à ses mots croisés. Je me suis glissé dans une banquette dans le coin, j'ai commandé une tasse de café avec des mains qui tremblaient légèrement, et j'ai vécu mon premier moment de liberté depuis des années. Je suis revenu la nuit suivante, et la nuit d'après. Parfois, j'apportais un cahier et j'écrivais jusqu'à l'aube. D'autres fois, je restais simplement assise, à observer des gens qui ne me dévisageaient pas. Lors de ma 5e visite, le restaurant était inhabituellement bondé. Toutes les banquettes étaient pleines, sauf une occupée par un homme d'une trentaine d'années avec des cheveux châtains clairs et des yeux bienveillants. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» demandai-je, désignant le siège vide en face de lui. Tout le reste est plein. Il leva les yeux de son livre et sourit. « Je vous en prie. » Son nom était Jonah Williams. Il travaillait de nuit comme agent de sécurité à la bibliothèque de l'université et venait chez Mollies pendant sa pause. Il parlait des livres qu'il lisait, de la musique qu'il aimait, de son rêve d'ouvrir une chambre noire communautaire pour la photographie. Et pas une seule fois, ses yeux ne se sont attardés sur mes cicatrices ou n'ont montré cette lueur de pitié à laquelle je m'étais habitué. Après notre 3e conversation de minuit, j'ai compris pourquoi. Alors qu'il attrapait le sucre, sa manche s'est relevée, révélant une parcelle de peau ridée sur son poignet qui disparaissait le long de son bras. « Afghanistan », dit-il en me surprenant à regarder. Un engin explosif improvisé lors de ma 2e mission. J'ai eu de la chance, juste mon bras et mon dos. Mon copain n'a pas eu autant de chance. Il y avait quelque chose de libérateur à être assise en face de quelqu'un qui comprenait sans explication. Avec les encouragements de Jonah, je suis devenue plus audacieuse. J'ai utilisé l'ordinateur de la bibliothèque pour créer une adresse email et j'ai contacté moi-même la Fondation littéraire Pearson. J'ai programmé un entretien sous un nom de plume, Yesren, expliquant que je préférais garder mon identité privée jusqu'à la sélection finale. Ils ont accepté. J'ai un entretien téléphonique jeudi prochain, ai-je dit à Jonah, encore choqué par ma propre audace. Mais j'avais besoin de plus que des escapades secrètes de minuit. J'avais besoin d'argent, d'indépendance. Jonah m'a présenté à son ami Marcus, qui travaillait dans un café et pouvait créer des documents pour le bon prix. Rien d'illégal, m'a assuré Jonah. Juste un permis de travail avec ton vrai nom mais une adresse différente, quelque chose pour t'aider à démarrer. Avec mes nouveaux papiers, j'ai postulé pour un emploi chez Bookmark, une petite librairie indépendante à 15 pâtés de maison de chez moi. La propriétaire, Valérie Scott, était une femme vive d'une 50aine d'années qui posait peu de questions et semblait plus préoccupée de savoir si je pouvais classer par ordre alphabétique correctement que de mon apparence. Le rangement commence à 16 heures, dit-elle après un bref entretien. Le salaire est hebdomadaire, en espèces. Ne sois pas en retard. Ma main a tremblé pendant toute ma première journée de travail. Chaque fois que la porte s'ouvrait, j'étais certaine que ce seraient mes parents venant me traîner à la maison. Mais ils ne sont jamais venus. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais parti pendant ces heures. Avec mon premier salaire, j'ai acheté des vêtements que j'ai choisis, pas ce que maman pensait devoir me couvrir de manière appropriée, un pull bleu doux avec une encolure asymétrique, un jean qui m'allait vraiment, une veste en cuir qui me faisait me sentir plus forte d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à garder mon cahier d'écriture à la librairie, caché derrière les casiers des employés. Chaque nuit chez Mollies, je travaillais sur de nouvelles pièces, affinant ma voix. Jonah les lisait, offrant parfois de douces critiques. « Tu devrais soumettre celui-ci, dit-il un soir, me rendant un poème que j'avais écrit sur la métamorphose. « Où ça ?» demandai-je. « À l'American Poetry Review. Ils ont une section aux nouvelles voix. » J'ai ri. « Ils ne me publieraient jamais. »« Essaie, insista-t-il. Utilise ton nom de plume. » 3 mois plus tard, une petite enveloppe est arrivée à la librairie, adressée à Yesren. À l'intérieur se trouvait une lettre acceptant mon poème, Chrysalide, pour publication dans leur numéro de printemps. Je l'ai lu 5 fois avant d'y croire. Ce soir-là, je l'ai montré à Jonah.
Il m'a serré dans ses bras, le premier vrai contact humain que j'avais eu depuis des années qui n'était ni médical ni accidentel. Je me suis raidi au début, puis je me suis laissé aller, me permettant de me sentir connecté à une autre personne. Ce n'est que le début, murmura-t-il. Il avait raison, même si aucun de nous ne savait à quel point. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Amy était assise sur mon lit, tenant un de mes cahiers, un que je pensais avoir bien caché. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, la peur et la colère montant dans ma gorge. Elle leva les yeux, son visage tordu par des émotions que je ne pouvais pas lire. À 17 ans, elle était devenue belle pendant les années où j'avais été caché. Elle était tout ce que j'aurais pu être. Tu écris sur nous, accusa-t-elle. Sur maman et papa, sur ce qui s'est passé. C'est aussi mon histoire, dis-je doucement. Tu ne fais qu'empirer les choses pour tout le monde, siffla-t-elle en se levant. Nous essayons d'aller de l'avant, et tu nous ramènes sans cesse en arrière. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle arracha des pages du cahier et alluma une allumette de sa poche. Non. Je me suis jeté en avant, mais elle m'a retenu d'un bras, laissant tomber les pages en feu dans ma poubelle en métal. C'est mieux comme ça, dit-elle, faisant écho à la phrase préférée de notre mère. Elle est partie sans un autre mot, me laissant éteindre le petit feu qu'elle avait créé, une autre brûlure dans ma vie. Le lendemain soir au restaurant, j'étais inhabituellement silencieuse. Jonah l'a remarqué immédiatement. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Je lui ai parlé d'Amy, du cahier brûlé, des années à prétendre que je n'existais pas. « J'ai quelque chose à te montrer » dit-il après que j'ai fini. Il hésita, puis déboutonna lentement sa chemise et se retourna. Son dos était un paysage de cicatrices, pire que les miennes. Une peau ridée et décolorée s'étendait de ses épaules à sa taille. Brûlure au 3e degré, sur plus de 40%, dit-il doucement. Les médecins ont dit que je ne pourrais peut-être plus marcher. Ma fiancée m'a quitté alors que j'étais encore à l'hôpital. Elle ne pouvait pas le supporter, a-t-elle dit. Il se retourna pour me faire face, reboutonnant sa chemise. Pendant 2 ans, je suis à peine sorti de mon appartement. Je pensais que ma vie était finie. Puis un jour, j'en ai juste eu marre de me cacher. Comment, murmurai-je. Comment as-tu arrêté de te soucier de ce que les gens voient? Je n'ai pas arrêté, admit-il. Je m'en soucie encore, parfois. Mais j'ai décidé que rester invisible, c'était les laisser gagner. Ceux qui ne pouvaient pas voir au-delà de ça. Il désigna son poignet cicatrisé. Ta famille t'a déjà assez pris, Gianna. Ne les laisse pas te prendre ta voix aussi. 2 jours plus tard, une enveloppe d'aspect officiel est arrivée à la librairie. À l'intérieur se trouvait une invitation. Yes Ren avait été nominé anonymement pour la bourse Harrington, un prix prestigieux pour les écrivains émergents. La bourse comprenait un prix en argent, des opportunités de publication et culminait par un gala en tenue de soirée où les lauréats prononceraient des discours d'acceptation. Mes mains tremblaient en lisant les détails. Le banquet aurait lieu à l'hôtel Grand Méridien en centre-ville. Ma photo serait prise. Mes mots seraient entendus. Il n'y aurait pas de cachette. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit à Jonah ce soir-là, glissant l'invitation sur la table. Il la lut attentivement, puis leva les yeux vers moi avec un regard stable. Tu peux. Et je serai juste à côté de toi. Ils me verront, murmurai-je. Bien, répondit-il en prenant ma main. Il est temps que quelqu'un le fasse. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la librairie, je me tenais devant une sélection de robes de soirée que Valérie avait apportées pour moi. Ma sœur possède une boutique, avait-elle expliqué, balayant mes protestations. SLA, garde ce qui va. Mes doigts tremblaient en effleurant la soie, le satin et la mousseline, des tissus que je n'avais pas portés depuis avant l'incendie. Chaque robe représentait une possibilité, une version de moi-même que je pourrais devenir sur cette scène. Celle-ci, dit Jonah, soulevant une robe argentée scintillante avec une encolure asymétrique. Contrairement aux autres, elle n'avait qu'une seule manche, laissant mon bras droit nu tout en drapant élégamment mon épaule gauche, le côté cicatrisé. Je ne peux pas, murmurai-je, la gorge serrée. Tout le monde verra. C'est le but, répondit-il doucement. Ils te verront. Toi, tout entière. Debout, grande et brillante. J'ai pris la robe avec des mains tremblantes et j'ai disparu dans l'arrière-boutique. Quand je suis sorti, Valérie a eu le souffle coupé. Oh, ma chérie, dit-elle, les yeux écarquillés.
Tu vas mettre le feu à cette scène. J'ai grincé des dents à son choix de mots, mais Jonah a simplement souri. Un autre type de feu cette fois, dit-il doucement. Celui qui éclaire le chemin. La semaine suivante, j'ai répété mon discours d'acceptation dans l'appartement de Jonah après mes journées à la librairie. Il s'asseyait sur son canapé usé, écoutant attentivement mes brouillons hésitants. Trop formel, dit-il après ma troisième tentative. On dirait que tu lis un exposé. Que devrais-je dire, demandai-je, frustré. Merci pour ce prix, et au fait, ma famille a prétendu que je n'existais pas pendant 8 ans. Oui, dit-il simplement. Dis la vérité. Fais-les écouter comme ils ne l'ont jamais fait avant. J'ai réécrit le discours 17 fois. La version finale faisait 4 paragraphes, mais chaque mot avait un but, chaque phrase portait le poids des années passées en silence. 3 jours avant le banquet, l'article est paru dans le journal local, Yesren recevra la bourse Harrington pour son travail révolutionnaire sur la résilience. L'article mentionnait mon nom de plume, la nature mystérieuse de mon identité, et citait une ligne de mon essai gagnant, certains survivants portent leurs cicatrices à l'intérieur. Je porte les miennes là où vous ne pouvez pas les ignorer. Je rangeais des livres quand Valérie s'est précipitée, journal à la main. Gianna, tu ne vas pas croire ça, dit-elle à voix basse. Il y a une femme ici qui demande des nouvelles de Yesren. Elle dit que c'est ta tante. Mon sang se glaça. J'ai regardé par-dessus les étagères pour voir tante Linda debout au comptoir, son sac à main de créateur serré contre elle. Comment m'a-t-elle trouvé, murmurai-je. Elle ne t'a pas trouvé, pas exactement, expliqua Valérie. Elle demande si nous avons des livres de Yesren. Elle dit que sa nièce pourrait être l'auteur. J'ai fermé les yeux, me stabilisant contre l'étagère. Dites-lui que nous n'avons aucune information. Ce soir-là, j'ai appelé Jonah en panique. Ils savent, dis-je. Ma famille sait pour le prix. Tu comptais garder ça secret pour toujours, demanda-t-il doucement. Non, mais je voulais contrôler la façon dont il le découvrirait. Je faisais les 100 pas dans ma petite chambre, parlant à voix basse pour que ma famille n'entende pas, et s'ils essaient de m'arrêter? Ils ne peuvent pas, me rappela Jonah. Tu as 21 ans maintenant. Ils n'ont aucun contrôle légal sur toi. Ils trouveront un moyen, insistai-je. Ils le font toujours. Le lendemain, j'ai découvert à quel point j'avais raison. Un deuxième article est paru, celui-ci reliant Yesren à Gianna Walker, la fille recluse du directeur d'assurance local Robert Walker. L'article spéculait sur mon absence de la vie publique suite à un accident d'enfance et mentionnait que la famille Walker avait été invitée au banquet Harrington en tant qu'invité de marque, compte tenu de la réussite de leur fille. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, ma mère a frappé à la porte de ma chambre. Gianna, dit-elle, la voix tendue. Nous devons parler. Elle s'assit raidement sur le bord de mon lit, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, de fines rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Les gens de Harrington ont appelé, dit-elle. Ils nous ont invités au banquet. Ton père et moi pensons qu'il est préférable que nous y allions. Pourquoi, demandai-je, le simple mot portant des années de blessures. Parce que nous sommes ta famille, dit-elle, comme si c'était évident. C'est une réussite importante. Vous n'avez pas été ma famille depuis que j'ai 13 ans, répondis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Vous ne pouvez pas soudainement décider de me revendiquer parce que j'ai fait quelque chose qui mérite d'être reconnu. Son visage se durcit. Ce n'est pas juste, Gianna. Nous avons subvenu à tes besoins. Vous m'avez caché, corrigeai-je. Il y a une différence. Elle se leva brusquement. Nous serons présents. J'ai déjà accepté l'invitation. Après son départ, j'ai appelé Jonah. Ils viennent, dis-je, la voix creuse. Ils pensent que je ne me montrerai pas. Alors tu ferais mieux de leur faire une sacrée surprise, répondit-il. La nuit du banquet est arrivée avec une clarté cristalline. Chaque détail semblait magnifié, le frottement de la robe argentée contre ma peau, le poids des simples boucles d'oreilles en perles que Valérie m'avait prêtées, la pression constante de la main de Jonah contre le bas de mon dos alors que nous approchions de l'entrée de service de l'hôtel Grand Méridien. Prête, demanda-t-il, beau dans son smoking de location. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous avions planifié cela avec soin. J'entrerai par le côté, éviterai la réception principale et resterai en coulisses jusqu'à ce que mon nom soit appelé. Les Walker seraient assis à leur table,
ignorant que le fantôme de leur fille était sur le point de se matérialiser. La salle de banquet scintillait sous les lustres et la lueur des bougies. À travers une fente dans les rideaux, je pouvais les voir, ma famille, vêtue de leurs plus beaux atours, assis à une table près de l'avant. Maman en bleu nuit, papa dans son plus beau costume, Tyler mal à l'aise dans une cravate, ami magnifique en vert émeraude, scrutant la pièce avec curiosité. Ils étaient venus pour le spectacle, pour la monnaie d'échange social d'avoir une fille talentueuse qu'ils pouvaient soudainement reconnaître. Mes mains devinrent glacées lorsque le programme commença. 3 autres écrivains reçurent d'abord leur prix, chacun prononçant de brefs discours de remerciement. Puis le moment est arrivé. Et maintenant, annonça le présentateur, la plus haute distinction de la bourse Harrington est décernée à une nouvelle voix remarquable des lettres américaines, une écrivaine dont le travail sur la résilience, l'identité et la transformation a ému tout notre comité de sélection. Veuillez accueillir sur scène. Yes Reine. Le projecteur se tourna vers les escaliers latéraux. Jonah serra ma main une dernière fois. Montre-leur qui tu es vraiment, murmura-t-il. Je suis entré dans la lumière. Pendant 3 battements de cœur, rien ne s'est passé, juste le son doux de mes talons contre la scène polie et le froufrou de ma robe. Puis les murmures ont commencé, se propageant dans le public alors qu'ils découvraient mon visage, à la fois le côté non cicatrisé et le côté marqué par le feu. Les appareils photo cliquetaient rapidement. L'opérateur du projecteur, momentanément surpris, s'est ajusté pour me suivre jusqu'au podium. C'est alors que je l'ai vu. Ma mère, à moitié levée de sa chaise, une main pressée contre sa bouche, tremblant visiblement. À côté d'elle, mon père était devenu blême, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres. Les yeux d'Amy étaient écarquillés de choc. Seul Tyler ne semblait pas surpris, son expression illisible dans la pénombre. J'ai pris ma place au micro et j'ai déplié mon discours avec des mains stables. Merci pour cet honneur, commençai-je, ma voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. J'ai commencé à écrire parce que le silence était intenable. Quand on vit comme un fantôme dans sa propre maison, on doit trouver des moyens de prouver qu'on existe. La salle était maintenant complètement silencieuse. Je pouvais sentir des centaines d'yeux sur moi, mais je me concentrais uniquement sur les 4 visages à cette table de devant. Beaucoup d'entre vous ont demandé ce qui a inspiré La fille sans ombre. La réponse est simple. J'ai écrit ce que j'ai vécu. Quand une tragédie change votre apparence, vous découvrez qui peut encore vous voir et qui choisit de détourner le regard. Parfois, ceux qui détournent le regard sont des étrangers. Parfois, ils partagent votre sang. Maman se laissa retomber sur sa chaise, le visage cendré. Papa tendit la main vers la sienne, mais ses yeux restèrent fixés sur moi, me voyant vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. La résilience, ce n'est pas prétendre que le feu n'a jamais eu lieu, continuai-je. C'est reconnaître les flammes, les cicatrices qu'elles laissent, et construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. Non pas malgré elles, mais à cause d'elles. J'ai prononcé le reste de mon discours directement à cette table de devant, chaque mot une pierre posée sur le chemin entre qui j'avais été et qui je devenais. Quand j'ai fini, le public a éclaté en applaudissements, se levant, acclamant, certains essuyant des larmes. Tout le monde sauf ma famille. Ils étaient assis, figés, incapables d'applaudir, incapables de se lever, incapables de faire autre chose que de regarder la fille qu'ils avaient essayé d'effacer. En descendant les escaliers, Jonah attendait avec un sourire fier. Les photographes m'appelaient par mon nom, mon vrai nom, demandant des photos. Je me suis retourné, j'ai croisé le regard de mon père de l'autre côté de la pièce, et j'ai délibérément marché dans la direction opposée. La tempête médiatique a frappé avec une force inattendue. Le matin, mon histoire était devenue virale, l'écrivaine mystérieuse aux cicatrices de brûlure, la famille au premier rang, le discours puissant sur l'abandon et la résilience. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les demandes par email inondaient ma boîte de réception. Mademoiselle Walker, envisageriez-vous une interview exclusive? Nous aimerions vous offrir un contrat de livre pour vos mémoires. Le Today Show vous demande pour la semaine prochaine. J'étais assise à la table de la cuisine de Jonah, submergée par cette attention soudaine. Pendant des années, j'avais aspiré à la reconnaissance. Maintenant que je l'avais, je ne savais pas trop quoi en faire. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout, me rappela Jonah, posant une tasse de café devant moi. C'est ton histoire. Tu contrôles la façon dont elle est racontée. J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa présence rassurante. Et ma famille?
Qu'est-ce que je fais à leur sujet? Comme si elle était invoquée par la question, mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Gianna, c'est Amy. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Puis un autre. Maman et papa veulent te voir. S'il te plaît. Dans l'après-midi, des fleurs ont commencé à arriver à la librairie, d'abord un petit arrangement de lys, puis des roses, puis une composition élaborée d'orchidées. Chaque carte portait des messages d'excuses, de reconnexion, de liens familiaux qui ne pouvaient être brisés. Je les ai toutes placées dans la salle de pause pour que les autres employés en profitent. Valérie me regardait avec des yeux complices mais ne disait rien. 3 jours après le banquet, un homme en costume cher est entré dans la librairie. Mademoiselle Walker, demanda-t-il en s'approchant du comptoir où je travaillais. Je suis Howard Bernstein, l'avocat de votre grand-mère. Ma grand-mère. La mère de mon père était décédée 2 ans plus tôt. Je n'avais pas été autorisé à assister aux funérailles. Que puis-je faire pour vous, monsieur Bernstein, demandai-je prudemment. Votre grand-mère a laissé une fiducie à votre nom, expliqua-t-il, posant un portefeuille en cuir sur le comptoir. Elle a stipulé qu'elle devait rester scellée jusqu'à ce que vous ayez 21 ans ou, et je cite, que vous ayez trouvé votre voie dans le monde. Je crois que les événements récents satisfont à la deuxième condition. Je le fixai, sans comprendre. Une fiducie pour moi. Votre grand-mère était tout à fait consciente de votre situation, dit-il délicatement. Elle n'était pas d'accord avec la façon dont les choses étaient gérées. C'était sa manière de s'assurer que vous auriez des options le moment venu. Les documents à l'intérieur révélaient une fiducie d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, ainsi qu'une lettre écrite de la main tremblante de ma grand-mère. Ma très chère Gianna, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à te voir prendre ta juste place dans le monde. Sache que je ne t'ai jamais oublié, même quand d'autres ont essayé de te faire disparaître. Utilise cette liberté à bon escient. Construis la vie qu'ils t'ont dit impossible. Et souviens-toi, les arbres les plus forts poussent sur un sol brûlé. Ce soir-là, je suis retourné chez mes parents pour récupérer mes affaires. Jonah attendait dans la voiture, prêt si j'avais besoin de lui. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte de côté, espérant éviter une confrontation. Tyler était dans la cuisine, prenant un soda au réfrigérateur. Il s'est figé en me voyant. « Tu pars » dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Il hocha lentement la tête, puis mit la main dans sa poche et sortit son téléphone. « Écoute ça » dit-il en appuyant sur play sur un mémo vocal. Mon estomac se serra en entendant sa voix d'il y a des années, les mêmes mots que je l'avais entendu dire à ses amis. Ouais, Frankenstein à l'étage. Maman ne nous laisse pas mettre de verrou sur la porte au cas où elle prendrait encore feu. Le rire cruel qui suivit me fit tressaillir. J'étais un tel connard, dit Tyler doucement, arrêtant l'enregistrement. Je l'ai gardé pour me rappeler à quoi ressemble un lâche. Pourquoi tu me montres ça, demandai-je, la gorge serrée. Parce que je veux que tu saches que je me souviens de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que tu saches que je sais. J'ai hoché la tête, ne sachant pas comment répondre. Il s'est écarté, me laissant passer vers les escaliers. Je remplissais une valise quand ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Elle semblait plus petite d'une manière ou d'une autre, diminuée. « S'il te plaît » dit-elle. 5 minutes. J'ai continué à faire ma valise mais ne lui ai pas dit de partir. « Je t'ai abandonné » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quand j'ai vu ce que le feu avait fait, je ne savais pas comment t'aider. J'avais peur de faire la mauvaise chose, d'aggraver les choses, de te voir souffrir plus que tu ne l'avais déjà fait. Alors vous avez décidé de ne plus me voir du tout, répondis-je sèchement. Je pensais que si nous n'attirions pas l'attention là-dessus, sur toi, ce serait plus facile pour tout le monde. Elle tordit nerveusement son alliance. J'avais tort. Tellement tort. C'est trop tard, dis-je en fermant la valise. On ne peut pas déeffacer quelqu'un après 8 ans. Gianna, s'il te plaît. Non, la coupai-je. Vous n'avez pas le droit de vous sentir mieux à ce sujet. Vous n'obtenez pas l'absolution. Vous avez eu des années pour changer de cap, et vous avez choisi de ne pas le faire. Chaque jour, vous avez choisi de ne pas le faire. Je l'ai bousculé en passant, valise à la main. En bas des escaliers, mon père attendait, son visage marqué par le regret. Ta grand-mère savait, dit-il doucement.
Elle a vu ce que nous faisions et m'a déshérité à cause de ça. Tout est revenu. Bien, répondis-je, croisant son regard. Au moins quelqu'un dans cette famille avait du courage. Je suis parti sans regarder en arrière, la porte se refermant doucement derrière moi. Cette nuit-là, Jonah et moi étions assis par terre dans son appartement, entourés de boîtes de plats à emporter et des annonces immobilières qu'il avait imprimées pour moi. Et celui-là, demanda-t-il en brandissant une photo d'un loft en centre-ville. Superbe lumière pour écrire. J'ai souri, le poids de la journée se levant progressivement. C'est parfait. Mais c'est trop grand pour moi seul. Il posa l'annonce, soudain sérieux. Ça n'a pas à être juste toi. Que veux-tu dire? Emménage avec moi, dit-il en prenant ma main. Ou j'emménagerai avec toi. N'importe où. Je veux être là où tu es, Gianna. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je l'ai regardé, cet homme qui avait vu mes cicatrices et y avait trouvé de la beauté, qui m'avait montré ses propres blessures et m'avait appris que la vulnérabilité était une force. Pour la première fois depuis des années, je sentis la possibilité d'un avenir libéré de la honte. Oui, murmurai-je en me penchant pour l'embrasser. 2 semaines plus tard, avec un premier versement de ma fiducie, j'ai fait un don anonyme à l'hôpital du comté, suffisant pour financer une nouvelle unité pour les grands brûlés avec des installations de traitement de pointe. La seule condition, elle porterait le nom de Madame Ellerby, décédée paisiblement dans son sommeil l'hiver précédent, sans jamais savoir comment ces petits actes de bonté m'avaient sauvé. L'attention médiatique a continué de croître. Les éditeurs se sont disputés les droits de mes mémoires. Les invitations à prendre la parole arrivaient quotidiennement. Mais avec chaque demande d'interview venaient des questions sur ma famille, sur la réconciliation, sur le pardon. J'ai décidé d'aborder la question une fois pour toutes. J'ai écrit une lettre ouverte intitulée « À ceux qui ne pouvaient pas me regarder » et l'ai publiée dans l'édition du dimanche du New York Times. Le pardon n'est pas une obligation pour celui qui a été blessé, écrivis-je. C'est un cadeau qu'il peut choisir de donner, mais jamais un qu'il doit à ceux qui se sont détournés. Quand j'avais besoin d'être vu, vous ne l'avez pas fait. Je vous libère de mes attentes. Je me libère des vôtres. Mes cicatrices ne sont pas un fardeau. Elles sont une carte de là où j'ai été et de ce à quoi j'ai survécu. Ceux qui ne supportent pas de les regarder en révèlent plus sur eux-mêmes que sur moi. La lettre a eu un écho bien au-delà de ce que j'avais anticipé. Des survivants de toutes sortes victimes de brûlures, survivants d'agressions, ceux avec des cicatrices visibles et invisibles m'ont contacté pour partager leurs histoires. Ils ont formé des groupes en ligne, des réseaux de soutien, des communautés liées par une expérience commune. Pendant ce temps, les journalistes ont commencé à creuser dans mon passé. Ils ont interrogé d'anciens professeurs à qui on n'avait jamais dit pourquoi j'avais soudainement changé d'école. Ils ont parlé à des voisins qui se souvenaient avoir reçu l'instruction de ne pas mentionner l'accident en présence de la famille Walker. Ils ont découvert des dossiers médicaux montrant des rendez-vous de suivi manqués, des évaluations psychologiques jamais programmées. La réaction du public a durement frappé ma famille. La société d'assurance de mon père a perdu des clients. Le cercle social de ma mère s'est contracté. Tyler et amis ont fait face à des questions embarrassantes à l'université. Je n'ai pris aucun plaisir dans leur malaise, mais je ne me sentais aucune responsabilité de les en protéger non plus. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils vivraient avec les conséquences, tout comme j'avais vécu avec les miennes. 6 mois après le banquet, j'ai reçu une invitation à prendre la parole à la conférence internationale sur le traumatisme et la résilience à Londres, un rassemblement prestigieux de professionnels de la santé, de psychologues et de survivants. Je serai l'oratrice principale, m'adressant à un public de milliers de personnes. Alors que Jonah et moi montions dans l'avion, j'ai jeté un coup d'œil au plan de la salle. Au premier rang de l'auditorium où je parlerai, un siège avait été réservé, demandé et payé par quelqu'un extérieur à l'organisation de la conférence. Le nom sur la réservation, Robert Walker. Mon père. Londres nous a accueillis avec une pluie douce et un ciel gris. De la fenêtre de notre hôtel, je regardais les gens se presser le long de la Tamise, leurs parapluies se balançant comme des fleurs noires. Jonah m'a enlacé par derrière, posant son menton sur mon épaule. Nerveuse, demanda-t-il. Oui, admis-je. Mais pas à l'idée de parler. Il savait sans demander. Tu n'es pas obligé de lui parler. Tu ne lui dois pas ça. Je sais, dis-je. Mais j'ai besoin de voir son visage, de savoir pourquoi il est là.
Le centre de conférence bourdonnait d'activités alors que des professionnels de la santé, des chercheurs et des survivants du monde entier se rassemblaient. Mon nom apparaissait sur les bannières et les programmes, ma photo aux cicatrices et tout affiché bien en vue à l'entrée. Pas de cachette ici, pas d'ombre. J'ai passé la matinée aux derniers préparatifs, révisant mon discours, rencontrant les organisateurs, tout en sentant une horloge tourner dans ma tête, comptant les minutes jusqu'au moment où je monterais sur cette scène et verrais si le siège réservé au premier rang était occupé. À 14 heures précises, les lumières de l'auditorium se sont tamisées. La présidente de la conférence s'est approchée du microphone. J'ai le grand honneur de présenter notre oratrice principale, commença-t-elle, une femme dont le parcours de l'isolement à la défense des droits a inspiré d'innombrables survivants dans le monde entier. Veuillez accueillir Gianna Walker. Les applaudissements furent tonitruants alors que je montais sur scène. J'ai ajusté le microphone, posé mes notes sur le pupitre et me suis enfin autorisé à regarder le premier rang. Il était là. Seul. Plus âgé que dans mes souvenirs d'il y a quelques mois, ses cheveux plus gris, ses épaules légèrement voûtées. Mais ses yeux, ils ont rencontré les miens avec une intensité qui a failli me faire reculer. Pas hostile, pas exigeant, juste présent. Pleinement présent. J'ai commencé mon discours, intitulé Identité après le traumatisme, récupérer le soi quand les autres détournent le regard. J'ai parlé des couches de dommages, des blessures physiques, oui, mais aussi des blessures secondaires infligées par l'abandon, par l'effacement, par l'échec de ceux qui étaient censés protéger. Le traumatisme divise la vie en avant et après, dis-je, ma voix stable. Mais le plus grand défi n'est pas de survivre à l'événement initial, c'est de naviguer dans un monde qui ne sait pas comment témoigner de votre douleur sans se détourner. La vraie guérison commence lorsque nous arrêtons de nous excuser pour l'inconfort que nos blessures causent aux autres. Pendant que je parlais, je pouvais voir des larmes couler sur les visages dans tout l'auditoire. Les professionnels de la santé hochaient la tête en signe de reconnaissance. Les survivants se tenaient la main avec leurs compagnons. Et au premier rang, mon père était assis, immobile, absorbant chaque mot. J'ai conclu par un appel non pas au pardon, mais à une reconnaissance honnête. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, dis-je. Nous ne pouvons pas réparer les dommages une fois infligés. Mais nous pouvons choisir de nous tenir dans la lumière à cicatrices, blessures et tout le reste et d'exiger d'être vus comme complets, non pas malgré nos traumatismes, mais avec eux, pleinement intégrés aux personnes que nous sommes devenues. Le public s'est levé pour une ovation debout qui a duré près de 5 minutes. Je suis resté là, laissant le moment me submerger, non pas comme une validation mais comme un témoignage d'une vérité qu'il m'avait fallu des années pour articuler. En quittant la scène, j'ai remarqué que mon père s'était éclipsé pendant les applaudissements. Une partie de moi se sentait déçue, bien que je ne sois pas sûr de ce à quoi je m'attendais. Une réconciliation spectaculaire, des excuses larmoyantes. La vie offrait rarement des résolutions aussi nettes. Le reste de la conférence s'est déroulé dans un tourbillon d'ateliers, de tables rondes et de conversations avec d'autres survivants. Le dernier soir, alors que Jonah et moi nous préparions à retourner à notre hôtel, un employé s'est approché avec une enveloppe. « Pour mademoiselle Walker », dit-il. À l'intérieur se trouvait une courte note de l'écriture de mon père, « Je n'ai aucun droit de vous demander de votre temps, mais si vous le voulez bien, je serai dans le jardin de l'hôtel jusqu'à minuit. » Papa. Jonah serra ma main. « Quelle que soit ta décision, » dit-il. Le jardin de l'hôtel était éclairé par de petites lanternes qui brillaient comme des lucioles parmi les haies. Mon père était assis sur un banc près de la fontaine, semblant plus petit que l'homme qui avait autrefois paru si grand dans mes souvenirs d'enfance. « Merci d'être venu, » dit-il alors que je m'approchais. Je suis resté debout. « Pourquoi êtes-vous ici ? » « Pour te voir, » dit-il simplement. « Pour t'entendre. Pour être témoin de ce que tu es devenu. »« Vous auriez pu faire ça il y a 8 ans, » répondis-je. Il hocha la tête, acceptant le reproche. Je n'ai aucune excuse qui compte. Seulement des regrets qui me tiennent éveillé la nuit. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, non pas de réconciliation ou de pardon, mais de vérité. Il m'a dit comment la peur l'avait paralysé après l'accident, comment il avait suivi l'exemple de ma mère parce qu'il ne pouvait pas faire face à son propre échec à me protéger, comment il s'était convaincu que l'évitement était une forme de gentillesse. Ta grand-mère l'a vu clairement, dit-il. Elle m'a dit que j'étais un lâche. Elle avait raison. Alors que notre conversation touchait à sa fin, il a mis la main dans sa poche et en a retiré une enveloppe. Ce n'est pas une question d'argent, dit-il rapidement. Tu as ton héritage. C'est autre chose.
À l'intérieur se trouvait un titre de propriété pour notre chalet d'été familial au bord du lac, l'endroit où on m'avait dit que je ne pouvais pas aller à cause de ma sensibilité au soleil. C'est à toi, dit-il. Fais en ce que tu veux. Vends-le. Brûle-le jusqu'aux fondations, si ça peut t'aider. Sache juste que quelque chose qui aurait dû faire partie de ton enfance est enfin à toi. J'ai pris le titre de propriété sans commentaire et je l'ai laissé assis dans le jardin. Je n'ai pas offert de pardon. Il ne l'a pas demandé. Certaines blessures ne sont pas destinées à se refermer complètement. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à quitter Londres, j'ai appris que mon discours avait été visionné en ligne plus de 2 millions de fois. Les demandes d'interview affluaient, mais un email s'est démarqué, celui d'une unité pour enfants brûlés à Boston, me demandant si j'envisagerais de rendre visite à leurs patients. 2 semaines plus tard, je me tenais dans une salle de jeu aux couleurs vives, entouré d'enfants avec des bandages, des cicatrices et des histoires qui faisaient écho à des fragments de la mienne. Je leur ai lu la fille sans ombre et j'ai vu leur visage s'illuminer de reconnaissance. Ensuite, une petite fille avec des brûlures similaires aux miennes s'est approchée timidement. La moitié de son visage portait les marques du feu, son bras droit enveloppé de bandages protecteurs. « Tu me ressembles » murmura-t-elle, son œil valide grand ouvert d'émerveillement. Je me suis agenouillé à son niveau. « Oui, dis-je en souriant. Et tu me ressembles. » J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une copie de ma première histoire publiée, celle qui avait tout commencé. « C'est pour toi, lui ai-je dit. Souviens-toi que tes cicatrices ne te définissent pas. Elles font juste partie de ton histoire. » Ce soir-là, de retour dans le loft que Jonah et moi partagions maintenant, j'ai trouvé une lettre qui avait été livrée pendant notre absence. L'enveloppe était jaunie par le temps, adressée d'une écriture familière, celle de Madame Ellerby. « Ma chère Gianna, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, mais tu as trouvé ton chemin, comme j'ai toujours su que tu le ferais. Certaines personnes naissent dans des tempêtes qu'elles n'ont pas créées. Les courageuses apprennent à danser sous la pluie, à trouver la beauté dans les éclairs. Continue d'écrire, ma chère fille. Le monde a besoin de voix qui ont connu à la fois le feu et la résurrection. » J'ai pleuré alors, non pas de douleur, mais de gratitude pour la bonté qui m'avait soutenu quand la famille ne le pouvait pas. Dans les années qui ont suivi, Jonah et moi avons transformé le chalet du lac en un centre de guérison créative pour les survivants de brûlures et de traumatismes. Nous l'avons appelé Shadow House, un lieu où ceux qui avaient des cicatrices visibles et invisibles pouvaient trouver leur voie à travers l'art, l'écriture et la communauté. Ma famille a disparu de la scène publique. Ma mère s'est retirée dans le bénévolat. Mon père a changé de société. Tyler et Amy ont obtenu leur diplôme et ont déménagé dans d'autres États. Nous échangions des emails occasionnels, des cartes d'anniversaire, de brèves nouvelles. Pas de réconciliation, mais de la reconnaissance. C'était suffisant. J'ai trouvé une nouvelle famille, Jonah, bien sûr, mais aussi les survivants qui passaient par Shadow House, le chien de sauvetage que nous avons adopté, nommé à juste titre Phoenix, et finalement, les enfants en famille d'accueil que nous avons accueillis, des enfants avec leurs propres histoires de traumatisme qui avaient besoin de voir des adultes qui avaient survécu et prospéré. Mon histoire est devenue des mémoires à succès, puis une pièce de théâtre jouée dans des théâtres à travers le pays. Le soir de la première à New York, j'étais assise au premier rang, regardant une actrice interpréter mon parcours de l'ombre à la lumière. Plus tard dans la soirée, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain de notre suite d'hôtel, un rituel que j'avais maintenu depuis l'enfance. Mais cette fois, je n'ai pas étudié mes cicatrices à la recherche de défauts ou d'angles qui pourraient être moins visibles. Je n'ai pas pratiqué d'expression pour minimiser les dommages. Au lieu de cela, j'ai souri, pleinement, sincèrement, à la femme que j'étais devenue. Non pas malgré le feu, mais à cause de lui. Non pas en dépit de ceux qui avaient détourné le regard, mais parce que j'avais enfin appris à me voir clairement. « Tu as réussi », murmurai-je à mon reflet. Les cicatrices ont répondu en captant la lumière, scintillant comme des fils d'argent tissés dans la tapisserie de mon visage. Pas un défaut, mais un témoignage d'une vie pleinement revendiquée et férocement vécue. Reconnaîtriez-vous encore la personne que vous avez essayé d'oublier si elle se tenait devant vous, avec toutes ces cicatrices? Aimez, abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires qui consument les faux-semblants et illuminent la vérité.